Pour moi, on ne va pas se réformer après l'effondrement. On doit se réformer avant l'effondrement. Et là, je reviens sur la question de Walking Dead, la compétition du tous contre tous, la guerre du tous contre tous. Si on ne se réforme pas avant que tout se casse la gueule, c'est même pas la peine. HBO vient de sortir sa nouvelle série phare, la très attendue adaptation du jeu vidéo The Last of Us. Eh bien, je retire tout ce que j'ai dit ici sur l'audace perdue de cette chaîne qui a révolutionné la série télé. Du post-apocalyptique, de zombies. Quelle originalité! Alors je t'arrête tout de suite, ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés. Sérieusement, on est d'accord que depuis pas mal d'années maintenant, il y a des zombies partout. L'invasion avait commencé bien avant, mais alors là, depuis 20 ans, c'est hors de contrôle. On bouffe du zombie à toutes les sauces. C'est limite pire que les super-héros. Tenez, on a même du Marvel zombie. Et si c'était que ça? Du braquage avec des zombies, de la fantasy avec des zombies, des comédies avec des zombies, des comédies romantiques zombies tant qu'à faire, des parodies, des remakes, des suites, des films, des séries, des spin-offs de séries, des adaptations, des livres, des manuels, des Funko Pop, des zombie woke pour de vrai, orgueil et préjugés zombies, fachos zombies. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bref. Arrête de dire ça. Quoi? Ça, le mot qui commence par Z, là, arrête. Pourquoi pas? Mais parce que c'est ridicule. Alors, oui, ça déploie des trésors d'imagination pour pas appeler ça des zombies. They're called literally everything else. Walkers, monsters, roamers, geeks, lurkers, biters, the infected, empties, and muertos. La mort en espagnol. C'est quand même assez criant avec cette arrivée en fanfare de The Last of Us. Derrière, il y a un enjeu énorme de surfer sur cette tendance en prenant la place laissée vacante par le très populaire phénomène The Walking Dead. La BD d'origine s'étale sur près de 200 épisodes de 2003 à 2019, ce qui correspond parfaitement aux années de cette mode. L'adaptation télé s'est arrêtée en novembre dernier après 11 saisons et a engendré une tonne de programmes dérivés. Fear the Walking Dead, Tales of the Walking Dead, Walking Dead World Beyond, Walking Dead à la plage, Daryl et Knuckles. Ok, j'arrête avec les énumérations, c'est relou. Et c'est bien mon problème. Alors là, je lis par un HBO confie le bébé au créateur de Tchernobyl. Tchernobyl, la série, pas la centrale, parce que ça serait pas très malin. Une série hyper bien faite, malgré quelques profonds arrangements avec la réalité, et avec déjà une excellente ambiance de fin du monde. Sauf que, déjà que la chaîne tape pas dans la nouveauté la plus folle en s'essayant au post-apo, elle essaie même pas de renouveler le genre avec un concept original, puisqu'il s'agit d'une adaptation. Adaptation d'un jeu à succès qui lui-même, s'il a d'autres énormes qualités, ne brille pas par son originalité. Lui-même transposait un genre bien balisé au médium du jeu vidéo dans une excellente synthèse de plein d'éléments classiques des histoires d'infectés et de post-apo en général. Alors oui, ok, il y a des idées pour se démarquer, genre les différents monstres, avec cette histoire de champignons qui contaminent. Le début, c'est les fils de l'homme, puis la route, et de base le road trip du type qui protège une gamine dans un environnement violent, qui devient un père de substitution, on connaît. Tout comme les passages obligés, le survivaliste reclus, les méchants pillards, les méchants militaires, le coup de « Oh là là, cette personne que j'aime a été mordue, je dois la tuer !» Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Là, ce qui était cool, c'était de jouer à ce genre. En gros, il n'y a que le dernier tiers de The Last of Us 1, où il y a une proposition qui est vraiment un peu originale et où il y a des trucs un peu où tu fais « Ah ouais, merde, putain !» Je vais pas spoiler, mais... Et le 2, il part de ce truc-là, et après, c'est de la balle, quoi, ça défonce, quoi. D'où ça sort, cette mode du zombie, et pourquoi elle refuse de crever? Et ben ça, c'est lié à l'attrait pour le post-apocalyptique en général, c'est-à-dire les récits se déroulant à la suite d'une apocalypse, après l'apocalypse. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Un monde après la fin, une catastrophe globale, un effondrement total, une disparition de la civilisation telle qu'on la connaît. Même dans le jeu vidéo, justement, ça a explosé ce genre. Parce que des jeux post-apo, ça fait un moment qu'on en a, et quelques grands noms du médium y sont d'ailleurs associés, comme Fallout ou Gears of War, mais depuis quelques années, on enchaîne les gros titres qui se reposent dessus. The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Metro Exodus, Nier Automata, ou même le dernier Zelda qui en reprend pas mal d'éléments. Alors comme d'habitude, quand quelque chose devient trop tendance dans le JV, ça peut plomber la créativité. Et même si on n'a peut-être pas encore atteint ce stade avec le post-apo, ça va être de plus en plus difficile d'être original avec. Mais ce que je trouve intéressant, et je pense que ce sera toujours le cas, c'est que ce setting, il oblige les créateurs à révéler leur vision de notre civilisation et de la nature humaine. Parce que de par sa promesse d'un monde redevenu hostile et dans lequel il faut survivre, il agit comme une sorte d'exhausteur de moralité. Est-ce que le summum du post-apocalyptique, ça serait pas la suppression du timbre rouge? Post-apocalyptique.
post-apocalyptique. Énorme blague. Bon, on enchaîne. Bon, c'est toujours compliqué de quantifier précisément des tendances culturelles. Pour être certain du phénomène et de son ampleur, ça nécessiterait que quelqu'un s'amuse à lister toutes les œuvres post-apo, tous supports confondus, décennie après décennie, par pays, voire même de quel type de post-apo on parle. Impossible. Donc je me suis dit, ok, 2012, je vais décider de référencer. C'est-à-dire 8 ans de recherche, à bouffer les listes, alors à chercher toutes les références de tous les pays possibles. Et donc j'ai référencé tout ce qui s'est fait du 19e à nos jours. Je suis arrivé aujourd'hui à référencer 3600 références. Impossible n'est pas Raphaël Colson, car Raphaël Colson, c'est lui. L'essayiste a beaucoup travaillé sur la science-fiction, notamment le rétrofuturisme et le cyberpunk, et donc le post-apo. Je voyais pas le bout. C'est-à-dire que chaque année, amener son nouveau lot de production, et tu dis à quel moment je m'arrête. Et là, effectivement... À la fin du monde. Voilà. Le résultat de ce taf monstrueux, l'Atlas post-apocalyptique, vous pouvez le retrouver gratos sur le site du festival de SF Les Intergalactiques via le lien en description. Et regardez, c'est bien ce que je dis. Les récits post-apo, c'est vieux comme la fin du monde, et ça fait quasiment que monter tout le temps. Et puis boum, là, t'as le passage à l'an 2000. Les nouveaux millénaires, c'est propice aux angoisses dites millénaristes, d'où le nom. Je suis le bug de l'an 2000. Whiz, 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 whiz. Quelle époque? Ou alors ça. Des illuminés venus du monde entier, les habitants de Bugarach redoutent d'en voir affluer lors de la présumée fin du monde. Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Alors là, décennie 2010 et voilà. Les années 2010, donc 2010-2019, j'ai référencé 1400 références. Et on arrive à je sais plus combien d'œuvres par semaine publiées ou diffusées ou ou produites. Et tout ça, c'est juste l'apocalypse zombie. Mais alors, pourquoi? Là, ça devient intéressant de regarder les types d'apocalypse et donc les types de peur de chaque époque. Globalement, à la base, on a surtout des catastrophes naturelles, voire cosmiques. La nature, ça fait bien flipper. C'est quelque chose dont l'humanité doit se protéger, qu'elle doit maîtriser et dominer. Ça, c'est un héritage des Lumières. On s'est déjà tapé à l'époque des bonnes frayeurs à base de séismes qui rasent des villes entières. Jusqu'à ce qu'arrive 1914, et là, étonnamment, la guerre s'impose comme une raison de la catastrophe. La guerre, mais aussi l'épidémie, puisqu'en bonus et pour encore plus de victimes que la Première Guerre mondiale, on s'est tapé une bonne grippe. La mort en espagnol. Au cas où tu causes pas le mexicain. En fait, à ce stade, vous pouvez presque tout deviner. L'apocalypse nucléaire s'impose tout au long de la guerre froide pour passer un peu de mode après la chute de l'URSS. Et qu'est-ce qui prend alors petit à petit le dessus? Les craintes vis-à-vis de la technologie et de l'industrie, vis-à-vis des effondrements sociaux et vis-à-vis de l'environnement. Mais plus encore que tout ça, vous l'avez, les woke! La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Non, je déconne. C'est bon, tout le monde voit ce que c'est une pandémie maintenant. Et là, on parle en général, les épidémies de zombies viennent se rajouter à ça. D'où le fait que ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés. Ça, en fait, sa petite importance. Vous le savez sans doute, à la base, le zombie est un mort-vivant. Ça nous vient du vaudou et c'est comme ça qu'il s'est d'abord développé dans la culture populaire mondiale, à commencer par la version de George Romero avec La Nuit des morts-vivants. Ça relève donc plus du fantastique, de l'horreur et de l'occulte que de la SF. Cependant, très vite, on l'associe à une apocalypse, donc au post-apo et à la contagion. Certes, dans de nombreux cas, c'est juste que les morts reviennent à la vie sous cette forme. Mais même dans ce cas, il transporte l'idée de contamination, comme avec la morsure qui fait de toi l'un d'eux, avec l'idée de fièvre, tout ça, que tu vas transmettre aux autres. Une véritable épidémie donc, qui propage le mal partout, provoque un effondrement de la civilisation, incapable de le contenir et dont on doit trouver un remède. D'où le fait que la notion de mort-vivant ait pu disparaître au profit de l'infecté, qui garde des caractéristiques du zombie, tout en permettant des variantes, le fameux zombie qui court, ou donc les spores de The Last of Us, avec ces malades totalement transformés par des champignons. C'est comme dans Mario. Avec le Covid, l'épidémie de zombies pourrait avoir encore de beaux jours devant elle, et les créateurs de la série The Last of Us ont décidé de privilégier cet aspect au point que ça a énervé des fans du jeu. Pourquoi du zombie et du post-apo tout le temps, partout? On peut reformuler la question ainsi. Pourquoi on n'arrive plus à imaginer des futurs qui ne passent pas par la case catastrophe? Il est loin le temps de la SF à vaisseaux spatiaux et jetpack laser. Quelle paraît désuète la société d'abondance de Star Trek, prête à repousser les dernières frontières. C'est qu'à une certaine époque, progrès social et progrès technologique semblaient n'être qu'une seule et même chose. Un progrès général, positif et irrémédiable, rempli par les promesses d'un moment d'effervescence de la science moderne et de la révolution industrielle, où on pouvait se dire « Ouais, mais imaginez ce qu'on aura dans quelques décennies ». Eh ben...
le confort. Alors, pas étonnant qu'on soit graduellement passé des voitures volantes à la lutte à mort pour l'essence. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le post-apo est le symptôme culturel d'une perte de foi dans le futur. La téléportation sur Mars, ça paraît assez lointain quand on se dit qu'on n'aura déjà pas de retraite et en fait même pas de planète vivable. Dans le cas du zombie, c'est même une perte de foi en l'humanité. L'humanité, les gens, hein, pas le journal. Le journal, abonnez-vous, avant la fin du monde. Le monde, pas le journal. Bon, bref. T'as une partie de la fiction post-apo qui va traiter du réchauffement climatique, de la fin des énergies, voilà. Mais le gros, c'est la pandémie, c'est ce qui prédomine, c'est les œuvres comme Walking Dead, et ça occulte complètement toutes ces questions-là. Ça ne concerne que l'humanité, parce que déjà l'humanité, elle a à se poser la question de, effectivement, si tout s'effondre, qu'est-ce qu'on pourra faire si ce n'est se foutre sur la gueule, puisqu'on nous a conditionnés pour se foutre sur la gueule. En plus de la contamination globale, propre à une période de mondialisation, le zombie renvoie à une peur bien particulière, celle de l'autre. Peur de masses étrangères, prêtes à nous submerger et à nous assimiler. Peur des inconnus, des foules anonymes que l'on croise au quotidien et qui pourraient dissimuler tant de menaces. Peur soudaine de son propre voisin, qui semblait pourtant si tranquille, voire de ses proches les plus intimes. Plus généralement, peur d'une société de moins en moins pacifiée, où la civilisation s'est effondrée et cesse de nous protéger de ce que nous serions vraiment, au fond, un loup pour l'homme. Je vous découpe les genoux. Arrête, t'es clairement sous pression, t'as vraiment besoin de calme. Ça va très bien. Ça va mieux que toi. Des peurs qui en disent long sur l'état de société où les gens sont atomisés et les liens collectifs toujours plus rompus. On est dans Don't Look Up, ça fait trop réfléchir, je vais devenir le Joker. C'est pas pour rien que c'est les USA qui sont premiers sur le post-apo, et pas pour rien qu'ils sont aussi premiers sur le survivalisme. Le zombie ne joue pas qu'à nous faire peur. Le post-apo en général, et nos morts-vivants préférés tout particulièrement, peuvent souvent se faire le terrain de jeu jouissif d'une violence graphique, fun même, une catharsis dans un monde où tout est permis. C'est pas pour rien qu'il reprend tant de figures et d'esthétiques issues de l'imaginaire du Far West. Avec le zombie, tout est permis, car c'est un zombie. Cependant, ça passe par un processus qui peut revêtir des aspects plus inquiétants. Car la zombification, c'est littéralement une déshumanisation. La menace n'est pas un alien bizarre ou un monstre chelou, c'est à la base quelqu'un. Un étranger, un anonyme, un voisin ou un proche. La déshumanisation, c'est ce qui permet, justement, de justifier le pire. Vas-y, tire la langue. Allez. Oui. C'est ça. Vas-y. Tu veux la grosse saucisse à René, On ne massacre pas ici un blob ou des démons, on massacre un monstre à forme humaine qui fut une personne, mais qui ne l'est plus, et de toute façon, c'est lui ou nous. Retourne en enfer, immonde créature dégueulasse. Wow! Non mais ça va là, c'est bon, t'as gagné mon gars, t'as un flingue pointé sur ma tête, t'es obligé de m'humilier sur mon physique en plus. Le post-apo n'est pas qu'une peur, c'est aussi un fantasme. L'effondrement de la civilisation, la disparition de toute institution, à commencer par l'état de droit, et toute structure collective. Le signal dont rêvent certains pour commencer à massacrer leurs prochains qu'ils ont au préalable déshumanisés. Et on sait comment, parmi ceux qui agitent la crainte d'une situation de guerre civile, beaucoup s'y préparent, surtout l'espèrent et feront tout pour l'amener. Et ça, c'est jamais bon signe. Mais attention, ça ne résume pas le post-apo. Loin de là. C'est un des affects qui porte la popularité de ce genre, et il s'y mêle à d'autres, y compris contradictoires. Le zombie, est-ce qu'au fond, c'est pas l'autre face de la pièce, avec l'autre grande mode qu'est celle du super-héros, avec ce rêve que des êtres supérieurs tombés du ciel viennent nous protéger et régler tous nos problèmes? Le post-apo colle de manière générale à des générations de doomers, fruit d'une période de fin de l'histoire, décrétée à partir des années 80, mais ayant totalement perdu les espoirs qu'elle était censée porter. Toujours les années 80, j'arrête pas de le dire, personne m'écoute. On me traite de fou. Après les désillusions des contre-modèles du XXe siècle, ceux qui voient à quel point le modèle court à sa perte, mais à qui on a expliqué « there is no alternative », ne peuvent plus imaginer que la catastrophe. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Et comme le veut la célèbre formule, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Est-ce qu'elle n'est pas là, la racine du problème? Notre incapacité à imaginer autre chose. La bonne vieille SF à papa qui imaginait des avenirs désirables cohabiter avec des grands idéaux transformateurs et les grands récits utopiques. Entre-temps, comme disait le philosophe Daniel Ben Saïd, les mots sont sortis blessés du XXe siècle. Les grandes promesses de monde meilleur ont tant de fois viré au cauchemar avec leur lot d'échecs. Les grandes illusions ont laissé la place à une grande désillusion. Comment, dans ces conditions, imaginer à nouveau des lendemains qui chantent? Par exemple, c'est ce qu'essaie de faire un roman comme Utopia de
de Camille Le Boulanger, qui s'inspire des Dépossédés d'Ursula Le Guin et qui renoue sans complexe avec la tradition du récit utopique en racontant la vie d'un homme dans une société inspirée, je vous le donne en mille, des travaux de Bernard Friot. C'est du salaire. Et ici, justement, c'est pas la fin du monde qu'il imagine, c'est bien la fin du capitalisme. Tout est du salaire. Ça, c'est du salaire. Toi, t'es du salaire. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, les intergalactiques cette année, fin avril, je sais plus la date, table ronde, Camille Le Boulanger, Bernard Friot, et moi. Venez, ça va être trop bien. Aussi, depuis quelques années, c'est à cause d'une ESF qui renouerait avec ses imaginaires désirables. J'ai plusieurs fois ici utilisé le terme solarpunk, un genre qui imagine un avenir sain, positif et solaire, d'où le nom, à base de sociétés nouvelles, de technologies utiles et d'énergie propre, d'où le nom pour l'énergie solaire, qui ici remplace le cyber du cyberpunk et la vapeur du steampunk. Alors c'est très chouette, ça fait rêver, mais ça illustre parfaitement un autre problème. Le solarpunk, on en parle beaucoup, mais bon, est-ce que c'est pas juste un vœu pieux? Il n'y a pas encore une production énorme, pas d'œuvre majeure et pas d'impact culturel massif, surtout si on compare au post-apo. Un mouvement culturel, ça se définit surtout après coup, à l'épreuve du temps et pas juste en le souhaitant. On peut demander à la SF d'être optimiste, mais ça reste des incantations et ça ne se décrète pas. La positive attitude, c'est une question presque de philosophie. On n'a pas le droit d'être désespéré. Alors forcément, aux yeux du Premier ministre, les manifestants de samedi dernier étaient loin d'avoir adopté cette fameuse positive attitude. Mais pour finir, comme je veux pas vous déprimer, je vous propose de voir le problème autrement. Le rôle de l'anticipation, c'est pas de nous coucouner ou de nous fournir un manuel. La SF n'a pas à nous dire qu'on va arrêter de faire des conneries vu qu'on n'est pas parti pour. Elle sert aussi d'avertissement et questionne notre monde. D'ailleurs, moi-même, j'avais utilisé la fiction post-apo pour donner un autre regard sur notre siècle à travers les archives de l'INA. Et oui, allez voir, ça s'appelle Inapocalypse, on vous le met en description. C'est co-réalisé avec Slexno du Nexus 6 et avec une bande originale de Chronomusique. Quelque part, zombie ou autre, c'est pas tant l'apocalypse l'intérêt que comment les gens vont y réagir. Les récits de crise servent de révélateurs, et comme disaient les vieux résistants par chez moi en Limousin, lui, j'aimerais pas le voir en temps de guerre. Ces récits montrent des gens s'entretuer, mais aussi s'organiser, reproduire les pires rapports sociaux ou en créer de nouveaux, se montrer impitoyable autant que solidaire. Je prendrais l'exemple par exemple de Nausicaa, qui est au moins le film, justement qui oppose ces types de communautés, c'est-à-dire la communauté de Nausicaa, c'est vraiment une communauté utopique qui arrivait à faire un équilibre avec la nature et qui va subir une agression extérieure. Et en fait, ce que rappelle Miyazaki, c'est que lui développe en fiction des utopies, mais que ces utopies, à un moment, elles sont toujours confrontées au réel, à la réalité du choc. Est-ce que le post-apo, c'est forcément un genre pessimiste ? Est-ce qu'on doit l'opposer à une SF utopique ou est-ce qu'il peut lui-même se faire porteur d'utopie en se mettant à imaginer des avenirs désirables mais débarrassés de l'illusion que c'est la voie qu'on est en train de prendre et qu'au contraire, ils nécessiteront que du passé on fasse table rase par la fin de leur monde. Today, in the words of the bleak and sinister philosopher Emile Cioran, quote, reconciled with the terrible, we are seeing a contamination of utopia by apocalypse. The two genres which once seemed so dissimilar to us interpenetrate, rub off on each other to form a third. This interpenetration is vivid in those deep ecological hankerings for a world slashed and burned of humans. The scourging has become the dream. Il y a un an encore, on prévoyait la fin du monde. On ne devrait même pas être là. Mais on est là. Ça n'a rien de sorcier de détruire une machine infernale qui vous bourre le crâne et qui vous persuade que vous êtes condamné. Ce qui est moins évident, c'est de savoir ce qu'on va inventer à la place. C'est un défi de taille. On n'y arrivera pas tout seul. On a besoin de vous.